Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de juin avec encore plein de belles acquisitions. Pour les enfants, ce mois-ci, je leur ai acheté aucun album. Non, je suis pas une mère indigne, mais ils ont déjà suffisamment de choses comme ça. Et puis bon, bah voilà, c'est pas non plus de manière systématique que je leur offre des choses. Mais Marius a tout de même reçu pas mal de choses, hein. Il a été quand même super gâté par les éditions Flammarion et je parle tout particulièrement de la collection Père Castor puisqu'il a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres d'exercices parmi leur collection de la rentrée. Alors il a reçu, je vous ferai des petits inserts, des petits plans, etc. pour que vous puissiez voir plus dans le détail. Mais il a reçu 4 blocs d'activités comme ça. Alors ils ont été créés par une enseignante, donc une maîtresse d'école maternelle. Donc évidemment il ne va pas tout faire d'un coup d'un seul parce que j'ai reçu des niveaux différents. Donc il a reçu le je suis en maternelle chez les petits, chez les moyens et il a reçu aussi je rentre en CP et je suis en CP. Donc vous voyez que voilà, il y a une difficulté progressive sur les exercices et puis bon on va trouver des jeux de logique, des labyrinthes, des points à relier, ce genre de choses. C'est très varié en termes d'exercices et je trouve ça absolument génial. Et en dimension un petit peu plus grande, il a reçu mon cahier d'activité chez les petits et chez les moyens. Un petit peu le même principe, il y a peut-être un petit peu moins de pages je dirais, mais en tout cas c'est plus grand et puis c'est plus pratique aussi quand il y a des petites parties coloriage. Oh là là, mais je suis tellement reconnaissante que nous ayons reçu tout ça. On va vraiment se régaler à découvrir tout ça en temps et en heure, sachant que le premier, je suis en maternelle chez les petits, et bien on va le commencer cet été. Par la suite, de la part des éditions Lumen, j'ai reçu un service presse et pas n'importe quel service presse. Il s'agit d'un livre dont j'attendais la sortie, mais tellement impatiemment depuis le début de l'année dont j'ai entendu parler de ce livre. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larus. C'est le nouveau V.I. Schwab. Je trouve cette couve mais tellement sublime. En fait, on a une espèce de couverture en papier calque et lorsqu'on soulève le rabat, on a le visage de la jeune fille. La couve est vraiment intrigante et en même temps révélatrice du contenu du livre parce que là, vous voyez que la jeune fille, donc l'héroïne, elle est masquée et là, elle se révèle à nous. Dans cette histoire, on a notre héroïne qui s'appelle Adeline, qui vit au XVIIe siècle et qui est lassée de cette vie de contraintes, d'obligations, de cours, d'étiquettes, de courbettes, etc. Elle a envie d'une vie où elle aurait davantage de temps pour elle et de liberté. Elle va donc souhaiter ardemment que ça puisse se réaliser et son rêve va devenir réalité, mais pas vraiment de la manière dont elle l'avait escompté puisqu'elle va se retrouver maudite. Et dès lors, dès qu'elle va croiser le chemin de quelqu'un, et bien si elle n'est plus dans son champ de vision, cette personne en face va totalement l'oublier. On nous dit de l'héroïne que la voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Il nous est livré comme étant le bébé le plus mature de l'auteur, un beau bébé de près de 700 pages qu'il me tarde de découvrir. Je me suis bien entendu acheté un ouvrage graphique et j'ai jeté mon dévolu sur ce sublime objet livre, ces grimoires noirs sortis aux éditions Glénat. Je vais me le réserver à n'en pas douter pour la période d'Halloween, je le lirai donc au mois d'octobre. On va nous parler d'une petite ville en Amérique qui s'appelle Blackwell où est autorisé l'usage de la magie et partout ailleurs cet usage est absolument interdit, il n'est réglementé et accepté qu'à Blackwell. Les sorcières sont exclusivement féminines, les hommes qui vivent à Blackwell n'ont pour leur part aucun pouvoir et il va y avoir une petite enquête policière puisqu'il va y avoir un jeune homme dont la sœur a disparu et qu'il va falloir retrouver. Alors l'originalité de cette bande dessinée, c'est que la colorisation est particulièrement soignée. On a des pages qui se rapprochent du noir et blanc avec à chaque fois des petites touches de couleur par-ci par-là, de temps en temps du violet, de temps en temps du bleu ou du jaune. Ça nous donne une ambiance vraiment incroyable, ça m'a l'air d'être absolument fou comme type d'histoire et comme dessin. En tout cas, quand je feuillette cette bande dessinée, je me sens mais vraiment dans l'ambiance.
Je sais pas si c'est une bande dessinée qui est plébiscitée pour la qualité de son intrigue ou pour son atmosphère, peut-être un petit peu des deux, mais en tout cas c'est un ouvrage qui possède de superbes notes sur Livre Addict et c'est ce qui a attisé ma curiosité, c'est ce qui m'a donné très envie de me la procurer à mon tour. Alors je passe maintenant au niveau des romans et celui-ci quand vous allez le voir vous allez vous dire certainement mais tu l'as déjà ce livre et vous avez raison, oui je l'ai déjà en grand format donc c'est Bakita de Véronique Olmy. Je vous le montre très rapidement, je ne vais pas m'étaler dessus, oui je l'ai en grand format mais mon grand format qui est en état vraiment absolument comme neuf. Je vais l'offrir à mon père pour son anniversaire, j'aurais voulu lui offrir son propre grand format mais il est introuvable ou alors à un prix vraiment scandaleux. Donc je vais lui offrir mon grand format parce que mon papa va avoir 90 ans cette année, donc ça va être l'un de ses cadeaux d'anniversaire. Et je voulais pas lui offrir en format poche parce que par contre en poche il est très facilement trouvable. Ayant un certain âge, j'ai pas envie que voilà il peine à déchiffrer un livre et qu'il y trouve pas de plaisir à cause de ça. Bakita a été esclave au Darfour avant de conquérir par elle-même sa liberté, de s'enfuir en Italie où elle est devenue bonne sœur, où elle a découvert Dieu. Et elle a été canonisée après sa mort par Jean-Paul II et moi ce récit m'a passionnée et je suis persuadée qu'il sera aussi passionné mon père et je voulais évidemment lui offrir ce livre mais j'avais pas envie de m'en défausser, c'est pour ça que je me le suis acheté pour moi en version poche pour pouvoir le conserver dans ma bibliothèque. Il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert La Plume de Laure Manel avec un service presse que m'ont envoyé les éditions Michel Lafon qui était Le Craquant de la Nougatine, donc le titre qu'elle a sorti cette année. Et j'ai tellement aimé que ça m'a donné envie de lire ses autres livres. Et vous le savez, j'arrête pas de me répéter, on dirait une petite vieille qui radote, mais j'adore lire des livres d'un auteur dans leur ordre de publication. Donc je voulais évidemment me procurer le premier titre de Laure Manel. Beaucoup pensent qu'il s'agit de La délicatesse du homard, mais en réalité son premier récit c'est celui-ci, Histoire d'arrobase. Voilà, j'imagine que ça se dit comme ça ce titre. Elle n'a pas publié immédiatement, elle a d'abord sorti en auto-édition, c'est pour ça qu'il est un petit peu passé inaperçu avant d'avoir sa propre édition au livre de poche. Alors dans cette histoire on a une construction assez originale du récit puisque c'est exclusivement un échange d'emails entre un homme et une femme, on n'a pas autre chose, c'est qu'une suite d'emails. C'est l'histoire de deux meilleurs amis ultra fusionnels mais lui il va partir pour New York parce qu'il a une opportunité. Et il va arrêter du jour au lendemain de donner des nouvelles à sa meilleure amie et 12 ans plus tard, il va revenir dans sa boîte mail, sur son écran, un petit peu comme une fleur, dans l'espoir de reprendre leur relation amicale là où elle s'était arrêtée. Je n'en sais pas plus, c'est visiblement pas son meilleur, mais ça me tenait à cœur quand même de me le procurer et de me faire mon propre avis. Au mois de juin, je me suis aussi acheté un tome de la série L'Assassin Royal de Robin Hobb. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, je ne vais pas revenir sur cette série. Vous savez qu'elle est chère à mon cœur, même si je l'ai découvert il y a peu, puisque j'ai lu le premier tome en décembre dernier. Premier tome qui m'a valu un beau coup de cœur. J'ai lu le tome 2 eh bien cette année. Là aussi, encore un coup de cœur. J'espère que j'aurai l'occasion de lire le tome 3 cette année, parce qu'il est hors de question que je m'arrête en si bon chemin avec une série si qualitative. Je veux dire, La Plume de Robin Hobb est absolument exceptionnelle et je m'en veux un petit peu de ne pas avoir découvert cette série plus tôt, mais qu'importe, voilà, j'avance à mon rythme et j'y prends beaucoup de plaisir. Fitz est un personnage principal absolument attachant, très charismatique et la galerie de personnages secondaires qui nous est dressée est absolument inoubliable. Il y en a pour tous les goûts des personnages, des têtes à claques comme des personnages qu'on a envie de câliner, de réconforter dans nos bras. Bref, ce récit est absolument dingue. Et de temps à autre, je m'en achète un tome, voilà, pour agrandir cette collection, puisque c'est une série qui comporte en tout 13 tomes, je crois. Par la suite, je me suis acheté un sigel Les Bulles de Savon. C'est le petit dernier de Marie Vareille sorti aux éditions Charleston. De cet auteur, j'ai simplement lu La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui est, je crois, son titre le plus connu à ce jour et le plus lu également. Je me suis pas trop penchée vers ses premiers titres et c'est suffisamment rare pour être mentionné, puisque comme vous le savez, moi j'aime beaucoup lire les premiers livres d'un ou d'une auteure.
Et là pour le coup non, pour le moment il ne me tente pas plus que ça et peut-être que ça viendra un jour, peut-être que la curiosité l'emportera et que je finirai par me les prendre en poche, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu très envie en tout cas de prendre ainsi Gel les bulles de savon. Déjà j'adore les titres de ces livres, il faut le signaler. Je suis tombée sous le charme de cette couverture et de ce nouveau titre, mais c'est absolument tout parce que je peux même pas vous dire que l'histoire m'intéresse, étant donné que, et c'est quand même un petit reproche, le résumé ne nous laisse absolument rien imaginer de ce qui va se passer dans cette histoire. On nous parle d'une femme qui a abandonné son enfant et c'est tout, on n'en sait pas plus, voilà. Donc rien que ça n'a pas l'air super vendeur hein, en fait. Tu te dis bon bah quelle garce, mais évidemment il doit se cacher plein de choses derrière tout ça et on imagine bien que qu'elle l'a pas fait volontairement ou que en tout cas elle était suffisamment contrainte et forcée ou je ne sais pas, bref qu'il y ait une justification suffisante pour expliquer cet acte absolument scandaleux. Mais bon écoutez, donc non, j'ai pas acheté ce livre pour son résumé, certainement pas, mais bien pour sa couve et son titre et le fait que j'ai eu un coup de cœur monumental vis-à-vis de La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc écoutez, quand le moment sera venu, je lirai ce livre et je vous ferai un retour avec plaisir en vidéo. Alors je dois vous avouer que ma lecture récente du premier tome des détectives du Yorkshire m'a motivée d'un coup d'un seul vis-à-vis du sous-genre littéraire du cozy murder, cozy mystery, appelez ça comme vous voulez, les deux appellations fonctionnent. C'est pourquoi je me suis pris le tome 3 de Agatha Raisin, écrit par MC Beaton. Je pense qu'avec les détectives du Yorkshire, c'est un petit peu la série la plus connue, la série la plus emblématique de ce genre-là. Donc c'est pas de peau pour la jardinière, j'aime énormément à chaque fois les couvertures de cette série qui sont très drôles et qui sont juste bien coloriées comme ça, dessinées de manière très simple. Alors Agatha Raisin, c'est une série à rallonge, il y a une vingtaine de tomes et il n'y a pas de fin, du moins je ne crois pas puisque son auteur est décédé de vieillesse je crois l'année dernière et ça met en scène ce personnage incroyable qui est Agatha Raisin, ex-bourreau du travail, qui est parti se mettre au vert, qui s'est acheté un petit cottage à la campagne à côté de Londres et puis qui va se retrouver embringué dans des histoires pas possibles, voilà. Donc là aussi on a évidemment un cadre assez restreint d'une petite ville campagnarde, on retrouve tous les codes en fait de ce genre, avec une intrigue policière mais pas non plus de haut vol, une petite intrigue sans prise de tête qui fait pas peur, mais où le texte est en tout cas bourré d'humour, avec des personnages secondaires peut-être un petit peu clichouilles mais tellement rigolos et auxquels on s'attache. Alors je n'ai pas lu le tome 2, c'est prévu pour cette année et c'est même prévu pour cet été. Par contre, voilà, ça ne m'a pas empêché de me prendre le tome 3 parce que j'ai un bon feeling concernant cette série et que j'ai envie d'acquérir comme ça quelques petits tomes d'avance. Ma prochaine acquisition s'annonce absolument décalée et loufoque. Il s'agit du premier tome de la série Les Contes de Vérania, une série qui comporte à ce jour 4 ou 5 tomes je crois, mais je suis pas sûre qu'elle soit terminée. Donc ce premier tome c'est Le Cœur de Foudre, c'est écrit par T.J. Kaloun et c'est sorti aux éditions MXM Bookmarks. On va nous parler d'un garçon qui a 14 ans et qui va transformer par inadvertance un groupe d'adolescents débiles qui certainement se moquent de lui ou je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il va les transformer en pierre et ce faisant il va être catapulté dans un monde parallèle pour devenir l'apprenti d'un sorcier. C'est un roman qui joue mais complètement avec les codes du roman de fantasy traditionnel. On nous détourne tout et c'est hyper cool. Enfin, ça a l'air hyper cool parce que je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, j'espère que je vais lire cette année parce que ça a l'air incroyable. On nous parle d'une licorne gay, on nous parle d'un semi-géant, on nous parle de créatures absolument étonnantes, ça a l'air mais bourré d'humour. Quand je feuillette, parfois on a l'impression que les personnages crient parce que c'est écrit en majuscule. Bref, ça a l'air incroyable, ça a l'air très drôle. La moyenne sur Livre Addict est juste extraordinaire et il y a eu plusieurs centaines de lecteurs qui ont mis cette note extraordinaire. Donc franchement, je pars confiante, là je pars très confiante. Je me suis ensuite pris dans un tout autre registre le petit nouveau de Laurence Perrin à être sorti en poche. Donc en fait c'est sa sortie grand format de l'année dernière qui est sortie en poche il y a je sais pas quelques semaines, quelques mois. C'est très récent, donc c'est Les Jours Brûlants. Moi vous savez de cet auteur, je m'achète tous ses romans en poche.
J'avais pas trop aimé L'étrange vie de Zelda Zonk que j'avais revendu. En revanche, cette année, j'ai lu Miss Cyclone, mais que j'ai tellement adoré, qui m'a valu un énorme coup de cœur, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait vivre bon nombre d'émotions extraordinaires et qui me confirme cette envie que j'ai de m'acheter tous ces titres. Alors peut-être certains me satisferont moins à l'image de L'étrange vie de Zelda Zonk, mais en tout cas, si j'ai la chance, ne serait-ce qu'infime, de revivre encore toutes ces émotions que j'ai vécues à la lecture de Miss Cyclone, mais je signe. Donc c'est pour ça que je me suis pris Les Jours Brûlants. Là en fait on est dans les années 70 et on va découvrir une Californienne somme toute normale, jusqu'à ce qu'elle tombe de vélo et se fasse voler son sac à main par un passant qui va s'enfuir en courant. Et ça peut sembler anodin comme mes aventures, sauf que à l'intérieur, c'était le choc de trop. Parce que suite à ça, elle va se sentir mais complètement brisée et plus personne ne va la reconnaître, ni ses amis, ni son mari, ni ses enfants. Elle va leur sembler être devenue une parfaite inconnue et elle va prendre la décision de partir à Las Vegas et de se réinventer complètement. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce destin un peu atypique de cette femme brisée qui saura peut-être, je l'espère pour elle, se réinventer. Mais ça m'a l'air vraiment très chouette comme lecture et vivement que je m'y plonge, même si vous le savez, je les lis dans l'ordre, donc ça va pas être tout de suite son tour. Et finalement, le dernier livre que je me suis acheté au mois de juin, c'est un livre sorti aux éditions Gallmeister, écrit par James McBride. Qui va nous parler de l'histoire de sa mère. L'auteur a longtemps cherché à savoir qui était sa mère. Il lui a fallu à peu près 14 ans pour dresser le portrait de sa mère, dont il tire une immense fierté puisque il a appris que sa mère, qui était fille d'un rabbin polonais, a bravé tous les interdits pour se marier avec un noir protestant. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 40, et sa maman, elle a eu en tout 12 enfants dont elle a su s'occuper au mieux en dépit de la difficulté de la vie, en dépit de la complexité liée à son environnement, puisque sa famille a arrêté de lui parler et l'a complètement reniée. Elle a su élever seule et avec beaucoup d'amour et de courage chacun de ses 12 enfants. Donc moi j'ai très envie de découvrir cette histoire vraie finalement. Et voilà, c'est avec ce roman que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées de lecture parce que c'est aussi le but. Ça me fait toujours très plaisir quand je vois que vous me dites que vous avez, grâce à moi ou à cause de moi, hein, ça dépend dans quel sens on le prend, mais ajouté des titres à vos wishlists personnels. Ça m'amuse toujours beaucoup et j'aime surtout énormément échanger avec vous au sujet de nos lectures que nous avons en commun. Donc n'hésitez pas à réagir une fois de plus à cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!